parce qu'on voit pas Oui, les OK. gens. Mmh. Et là, c'est parti. Donc, c'est prêt, vous pouvez y aller, je vous en prie. D'accord. Donc, bonjour à tous. Je remplace Pierre Sujobert au pied levé, qui s'excuse vraiment de ne pas pouvoir être là parmi nous. Donc, je vous souhaite tous la bienvenue à cette nouvelle séance des mardis de la commission intelligence artificielle, donc, pour laquelle nous avons le plaisir de recevoir Maud Kamal de l'Institut Curie. Donc, Maud Kamal coordonne les essais cliniques de médecine personnalisée de l'Institut Curie et a récemment écrit un article sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour guider les thérapeutiques en oncologie. Donc, comme d'habitude, vous pourrez poser vos questions sur le chat et nous les relayerons à notre invité. Donc, bonne conférence, bienvenue Maud, et puis c'est à vous la parole. Merci beaucoup. Du coup, je vais essayer de faire une petite introduction quand même sur l'intelligence artificielle en oncologie et puis après me focaliser sur les analyses que nous avons fait en particulier dans le cadre du papier mentionné par Sandrine. Donc, juste un petit historique, mais je pense que c'est une commission de l'intelligence artificielle, donc je ne vous apprends rien de nouveau. Mais moi, j'ai appris quand j'ai préparé cette présentation, le terme intelligence artificielle, en fait, a été utilisé pour la première fois en 1956 lors d'une conférence organisée aux États-Unis à Dartmouth qui regroupait une grande partie de mathématiciens, physiciens de l'époque et leur objectif était de réfléchir à ce qui serait l'avenir des machines qui réfléchissent, les thinking machines. Et donc, l'évolution de l'intelligence artificielle se fait depuis les années 50 avec ce concept qui a pour objectif d'utiliser les machines et les algorithmes pour reproduire le comportement humain. Et c'est dans les années 80 où commence une sous-partie de l'intelligence artificielle qui est le machine learning qu'on utilise aujourd'hui beaucoup et en particulier en oncologie. C'est une sous-entité de l'intelligence artificielle qui se base bien sûr sur le développement d'algorithmes sur la base des réseaux de neurones, mais le machine learning inclut une partie d'apprentissage sur la base de données qui sont les training datasets qui sont bien caractérisés. Et l'objectif, bien sûr, c'est d'essayer de mimer le comportement humain. Et dans les années 2010, il y a le deep learning qui a commencé à apparaître et qui est encore une sous-entité du machine learning avec des réseaux plus complexes d'intelligence artificielle en regroupant plusieurs niveaux de données, des données qui peuvent être de l'imagerie, des données génomiques, etc., avec l'objectif donc aussi de mimer la capacité du cerveau humain à prendre des décisions. Et donc, l'objectif, c'est de créer des outils pour aider en oncologie, en tout cas, les décisions thérapeutiques, entre autres. Donc, en oncologie, l'application de l'intelligence artificielle se fait à plusieurs niveaux. Il y a une revue qui est intéressante, si vous pouvez la regarder, si vous voulez avoir une overview de ce qui est intelligence artificielle en oncologie. Mais en tout cas, ce qui est beaucoup développé, c'est au niveau du diagnostic. Donc, c'est la détection précoce, le diagnostic, la classification, la prédiction de mutations. Je vais essayer de vous donner quelques exemples dans cette catégorie. Le traitement de précision et donc le traitement personnalisé, avec aussi une classification des patients selon leurs pronostics, selon des biomarqueurs de prédiction à des thérapies ciblées, à l'immunothérapie, mais aussi ça permet d'ajuster les doses des médicaments dans les essais cliniques. Il y a bien évidemment aussi la radiothérapie avec tous les aspects de contourage pour mieux cibler le traitement et la partie recherche qui est très développée en intelligence artificielle, notamment dans tout ce qui est la découverte de cibles, mais aussi le développement de médicaments avec les configurations de médicaments et l'optimisation d'inclusion des patients dans des essais cliniques.
Donc, si on regarde ce papier et ce qu'ils ont fait, donc c'est jusqu'à 2021, une revue de la littérature impliquant l'intelligence artificielle en oncologie, vous pouvez voir qu'il y a plus de 4500 publications sur le sujet, avec la majorité des publications, c'est au niveau du diagnostic du cancer et la classification des cancers. Il y a de plus en plus de papiers qui sont liés à la médecine de précision et la personnalisation des traitements. Quelques papiers, quand même des 500 papiers à peu près en radiothérapie, mais beaucoup moins au niveau de la recherche. Et quand on regarde cette distribution par rapport au type de cancer, dans la majorité des cas, c'est des études qui portent sur le cancer du sein, puis cancer du poumon, le cancer de tout ce qui est cerveau, système nerveux central, et ça implique beaucoup d'études liées à l'imagerie. Je vais en parler rapidement, mais je vais me concentrer surtout sur le diagnostic et la médecine de précision. Donc, ces différentes entités de l'intelligence artificielle peuvent avoir un impact sur le système de santé et en particulier, comme ce que je vais vous donner quelques exemples au niveau de l'allocation thérapeutique, de l'imagerie et de la pathologie digitale dans la classification des cancers, aussi dans les analyses poussées de tout ce qui est séquençage à haut débit, mais un point important qui n'est pas très utilisé encore, c'est dans la gestion des données des patients qui peut avoir aussi des impacts organisationnels. Donc, en termes de médecine de précision, il y a l'intelligence artificielle au niveau de la pathologie et de la génomique. Donc, l'idée globale, c'est de considérer la tumeur comme différentes couches et chaque couche peut avoir des caractéristiques différentes. Ça veut dire la morphologie avec la pathologie, mais aussi d'autres caractéristiques génomiques comme au niveau de la protéomique, des informations liées aux protéines, des informations liées à tout ce qui est transcriptomique et donc des expressions de certains gènes ou des mutations, etc. Et d'essayer d'avoir un modèle, un algorithme qui peut être entraîné dans un deuxième temps, mais il faudra le valider bien sûr et on discutera des limites pour assister les médecins, pathologistes, biologistes dans le diagnostic. Ça peut permettre une automatisation de certaines tâches liées au diagnostic. Ça peut permettre aussi d'avoir des signatures ou des classifications qui peuvent prédire la réponse et aussi d'une manière aussi intéressante, et je vais vous parler d'un exemple, c'est d'essayer d'inférer des altérations moléculaires à partir de l'histologie et de la morphologie, ce qui peut bien sûr économiser du temps de séquençage, etc. Je vais vous parler d'un exemple d'un papier récent qui a été fait à l'Institut Curie avec la pathologie digitale concernant la détection du cancer de sein à partir de biopsie. Donc, la méthodologie se décline en 4 niveaux. Le premier, c'est le développement de l'algorithme sur la base d'images de lames digitalisées, donc des lames complètes que les pathologistes regardent d'habitude. Il y a eu un gros travail de sélection. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Donc, il y a eu un gros travail de sélection de plus de 115 000 lames qui ont été, donc à partir de 25 000 patients qui ont été collectés de différents labos. Et finalement, à partir de ces 115, il y a eu la sélection uniquement de 2153 lames avec un marquage HE pour voir en fait la morphologie qui ont été annotées par 18 pathologistes. Donc, il y a eu une annotation de très peu de cas. C'est quand même énorme, mais à partir de ce qui est disponible, les pathologistes ont annoté avec des détails et d'une manière structurée ces lames. Et puis, il y a eu une analyse de plus de 2 millions d'images qui ont été corrélées à l'annotation des pathologistes pour développer cet algorithme. Et par la suite, cet algorithme a été testé d'abord avant la validation en interne sur un nombre similaire de cas, à peu près 2300 cas. Il y a eu aussi une sorte de curation, donc évidemment, ce test, ça a permis d'optimiser à nouveau l'algorithme et donc de dégager des cas qui peuvent avoir des biais. Et donc, vous voyez qu'il y a un travail de nettoyage des données qui peut créer un biais, on pourra en discuter après.
Puis après, la troisième étape était de valider cet algorithme d'une manière complètement indépendante. Ça veut dire c'est en regardant des cas qui viennent de l'extérieur avec 2 institutions qui ont été impliquées. Et au total, 852 lames ont été analysées et qui ont pu donner une information sur les sous-types des cancers du sein. Et à la fin, cet algorithme a été aussi utilisé en routine pour tester sa faisabilité en routine diagnostique. Donc, en termes de résultats, c'était effectivement des résultats intéressants. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais c'est juste pour vous donner une idée. Si on regarde rapidement la spécificité et la sensibilité, vous pouvez voir clairement qu'il y a une très bonne corrélation à partir donc des données donc dans le set dans le test interne, mais aussi dans les validations externes. Et aussi, il y a eu aussi des informations intéressantes en tout ce qui est faux positifs, parce que ça a permis quand même de dégager des cas qui étaient considérés comme faux positifs. Donc, l'algorithme avait une valeur ajoutée sur cette partie-là. Et donc, globalement, cet algorithme, en résumé, a pu identifier 51 types différents de patterns morphologiques au niveau de ces biopsies de cancer du sein. Et aussi, ça a permis de bien différencier entre les sous-types invasifs et les différents grades in situ des carcinomes du sein, et aussi identifier clairement les composantes du micro-environnement du stroma comme les lymphocytes infiltrant les tumeurs, les TILs. Un autre exemple qui combine également la morphologie et quelques informations génomiques, c'est un autre papier encore au niveau du cancer du sein luminal avec un développement d'un algorithme basé sur le deep learning pour identifier à partir de la morphologie des signatures génomiques de type HRD, donc déficience de recombinaison homologue. Donc, c'était quoi la méthodologie? C'est de partir sur un set de patients de l'Institut Curie qui sont très bien caractérisés, pour lesquels il y a eu une analyse HRD qui a été faite et donc bien validée par les biologistes. Et cette population a été divisée en deux. Des cas qui sont HRP, donc proficients qui n'ont pas de problème de recombinaison homologue, 309 patients, et 406 patients qui sont HRD. Et il y a eu une première étape de développement de l'algorithme. Et ça, je ne maîtrise pas très bien, mais ce qui a permis à avoir des biais au niveau de la cohorte qui était très homogène, avec des biais dans les datas, ce qui a entraîné à une modification de cet algorithme en mettant plus de poids sur certaines informations, comme vous pouvez voir, donc sur certains patients selon la qualité des données. Et après, donc il y a eu une corrélation qui a été faite pour le développement de l'algorithme, donc le training set, qui a été aussi après développement, qui a été validé sur des données du TCGA. Donc, si vous regardez un peu le schéma ici, ce qui est important de noter, c'est que le dataset qui vient de l'Institut Curie est un dataset très homogène avec des données bien caractérisées, et la validation s'est faite sur le TCGA. Donc, bien sûr, ça peut induire des biais. Donc, c'est les biais notamment dans les cohortes de validation, puisqu'on est parti d'une cohorte très homogène. Donc, si on prend cette cohorte et on la met dans un environnement différent, les données vont avoir des différences qui peuvent entraîner le fait que l'algorithme ne peut pas être aussi efficace sur d'autres cohortes. Et un autre point important, c'est que la morphologie a été très bien caractérisée au niveau du cancer du sein luminal, avec des composants de nécrose, fibrose, des TILs, etc., qui ont été bien pris en compte dans l'image, au niveau du développement de l'algorithme. Et ça doit être revu dans le contexte d'autres types de cancers pour vraiment démontrer la portabilité de cet algorithme sur d'autres types de cancers. Je vous donne aussi un autre exemple dans la classification qui a un impact sur le diagnostic des patients et donc le traitement, parce que le cas qu'on a vu avant, donc bien évidemment, si à partir d'une lame on pourra avoir des informations liées à l'HRD, ça implique aussi le traitement personnalisé de ces patientes.
Je ne sais pas si vous avez vu, mais très récemment, le mois dernier, je pense qu'il y a eu une communication d'un algorithme qui a été développé et publié dans Nature Communication par Hawking et l'APHP. Cet algorithme qui s'appelle PackPaint, c'est un modèle de deep learning qui est basé sur l'histologie et qui est capable de montrer la complexité des différents sous-types du cancer de pancréas et aussi impacter le pronostic. Donc, comment ça marche? Donc, pareil, à partir de l'âme digitalisée et et je vais en parler juste après, développer un outil, une méthodologie qui peut prédire à partir de la lame entière, donc les sous-types moléculaires classiques, basal-like, etc. Mais aussi, cet algorithme peut prendre en compte des tuiles différentes sur les lames digitalisées, donc des composantes différentes et notamment inclure des variables de type stroma, s'il y a une activation du stroma ou pas, pour pouvoir prédire les différents sous-types du cancer de pancréas. Donc, comment ça marche? Toujours une cohorte de training. Juste pour rappel que d'habitude, la caractérisation des différents sous-types de cancer de pancréas se fait par des analyses de RNA-seq, donc d'expression qui permet de montrer ces différents sous-types. Ça veut dire que c'est une analyse de séquençage qui est quand même coûteuse. Et donc, il y a eu un set de training d'apprentissage pour le développement de l'algorithme sur la base de données d'expression de microarrays, mais aussi des lames à un niveau de lame entière, mais aussi avec des coupes au niveau des lames pour donner des informations plus détaillées. Et il y a eu après 3 validations externes, donc sur du FFPE et aussi, 4 cohortes de validation, 3 sur du FFPE et aussi ils ont essayé de mettre ça en place sur du congelé. Donc, la corrélation, elle était très, très importante avec une spécificité et une sensibilité correctes. Et ce qui était intéressant aussi dans ce modèle, donc pareil, c'est de pouvoir prédire les différents sous-types à partir d'une lame et des aspects morphologiques. C'est aussi la capacité de cet outil, de ce modèle, de pouvoir très bien prédire donc les différents sous-types et aussi l'impact pronostique. Parce que si vous regardez les différentes couleurs, donc le PackPaint est capable donc de clairement classifier les différents types de cancer du pancréas en classique, intermédiaire, hybride et basal-like. Et après, inférer aussi l'impact sur le pronostic parce que comme vous pouvez voir, grâce à cet outil, on a directement l'information sur le pronostic des patients, ce qui implique bien évidemment une possibilité d'adapter après le traitement par rapport à la prédiction du bon ou mauvais pronostic. Bien sûr, tout ceci demande une validation sur des cohortes extérieures. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur l'imagerie parce que je pense que ce n'est pas le sujet, mais je voulais quand même rapidement en parler parce que c'est un point important qui peut également impacter la personnalisation des traitements, donc la médecine de précision en oncologie. Donc rapidement, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle en imagerie permet de faciliter la détection du cancer. Et donc, d'une manière plus précise, c'est aussi pouvoir améliorer la détection de certaines des nodules, par exemple, ou des lésions qui sont classées borderline, où on ne sait pas bien les classer si c'est malin ou bénin. Donc, ça peut aider. Et il y a beaucoup d'études qui sont publiées au niveau du cancer du poumon, donc sur des cas de lésions qui ne sont pas identifiées malignes dès le départ, des cancers du sein aussi pour aide à l'interprétation des mammographies, au niveau de tout ce qui est cancer du système nerveux central. Il y a aussi quelques publications qui commencent à sortir au niveau de la prostate avec un impact très important parce que si l'imagerie arrive à bien différencier entre les lésions malignes et bénignes, ça permet d'éviter énormément de biopsies agressives. Et donc, l'imagerie peut être, comme un peu on a vu entre la pathologie digitale et la génomique, la
l'imagerie peut être aussi corrélée ou intégrée, dire les différentes variables d'image peuvent être corrélées avec des variables génomiques et de pathologie qui peuvent aider à classer les différents types de cancers, et ça permet donc aussi un suivi, un monitoring qui peut être plus fluide. Donc, quelques exemples de corrélation pour prédiction de risque de cancer avec, vous voyez, donc c'est vraiment très, très concordant, une spécificité très importante sur la prédiction et donc la détection précoce du cancer du poumon, et aussi la différenciation entre des lésions bénignes et malignes, donc avec une spécificité très importante. Et quand on utilise donc l'imagerie avec l'intégration de certaines variables génomiques ou pathologiques, on peut avoir un développement de certains scores qui sont des scores radiomiques ou des signatures radiomiques qui peuvent aussi aider à différencier le pronostic des patients, comme vous pouvez voir ici. Donc à partir de patients de cancer du poumon, en utilisant des données de patients de cancer de poumon agressif versus un peu plus bénin, pas bénin, pardon, mais plus indolent, on pourra développer et entraîner des modèles pour différencier ces patients selon des signatures, et donc ça permettra de mieux suivre les patients qui sont plus à risque d'avoir un mauvais pronostic. Donc, le traitement personnalisé des cancers. Donc, comme vous savez, aujourd'hui, la médecine de précision en oncologie, c'est devenu un peu la routine, notamment avec les différentes thérapies ciblées qui ont eu l'EMA et le FDA approval, et donc avec la question de la médecine de précision qui inclut l'intégration des profils moléculaires des patients pour guider la décision thérapeutique. Donc, d'habitude, dans les RCP moléculaires, nous avons l'habitude d'avoir une sorte d'allocation unidirectionnelle de traitement. Ça veut dire dans le sens où dire qu'on a un marqueur, je ne sais pas, par exemple, un patient qui est MSI, on l'oriente vers l'immunothérapie, donc sur la base d'une allocation unidirectionnelle, parfois en prenant en compte certains marqueurs de résistance, comme par exemple KRAS dans le poumon, dans le côlon, ça change en prenant en compte les biomarqueurs de résistance, mais c'est très rare. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut vraiment utiliser les algorithmes basés sur l'intelligence artificielle pour pouvoir connecter les différentes constellations moléculaires des tumeurs et sortir un résultat qui peut plus facilement aider les médecins pour le traitement des patients. Donc, donc c'était ce que je venais de dire, pardon. Donc, là, aujourd'hui, on a plein d'altérations et qu'on peut trouver par des tests qu'on utilise en routine, et beaucoup de thérapies ciblées qui sont sur le marché aujourd'hui. Et l'idée, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour mieux gérer l'allocation des traitements. Je vais revenir un peu en arrière et vous parler de ce qu'on avait fait il y a 10 ans avec une étude de l'Institut Curie, qui est la première étude de médecine de précision randomisée qui a été publiée en 2015. Et à l'époque, on gérait vraiment les algorithmes de traitement un peu à la main par une discussion du comité du staff de biologie moléculaire de l'étude. Donc, juste pour vous rappeler un peu le design et le résultat de Shiva 1, donc à l'époque, l'étude a démarré en 2012. Et pour tout type de patient de tumeur solide avec une tumeur réfractaire au traitement standard, le patient signait le consentement, une biopsie de la tumeur est prise suite au consentement, avec les biopsies qui ont été utilisées pour des extractions d'ADN, mais aussi après ont gardé pour la recherche un bloc FFPE, et plusieurs analyses ont été faites avec de l'immunohistochimie pour des récepteurs hormonaux. À l'époque, c'était des plateformes de type Cytoscan et Affymetrix pour avoir les amplifications et les délétions d'intérêt, et des petits panels de type IonTorrent qui étaient utilisés pour les mutations d'intérêt. Et tout ça a été centralisé au niveau de la bioinformatique, donc sur un site bioinformatique de l'Institut Curie, pour générer le profil moléculaire
qui était discuté avec les différents experts, oncologues, pathologistes, biologistes moléculaires et même bioinformaticiens lors du staff de biologie moléculaire pour valider les altérations d'intérêt pour pouvoir orienter le patient vers le traitement. Et si vous pouvez voir un peu, mais en petit, le tableau qui est là, l'algorithme de traitement de Shiva 1 était composé de 11 médicaments qui étaient sur le marché, avec un algorithme unidirectionnel. Donc, si on avait une mutation de PY3CA, par exemple, on donnait les Vérolimus, une mutation de BRAF, on donnait Vemurafenib, et on n'entrait pas dans les détails. Aujourd'hui, on regarde les mutations spécifiques pour pouvoir, parce qu'on sait très bien que le Vemurafenib, par exemple, ne marche pas au-delà de la V600E. Donc, à l'époque, c'était vraiment un algorithme unidirectionnel pour les allocations des traitements. Et donc, quand le patient était éligible, le patient signe un autre consentement et c'est randomisé soit dans le bras contrôle, soit dans le bras de la thérapie ciblée, avec une possibilité de passer d'un bras à l'autre en termes de progression. Et donc, Shiva a pu inclure 741 patients en 18 mois, ce qui était très rapide, avec 197 patients qui étaient vraiment randomisés et donc qui ont reçu un traitement. Et quand on regarde les courbes, donc le endpoint principal, l'objectif principal de Shiva, c'était de regarder la validité de cet algorithme au niveau de toute la population et donc pas de regarder drogue par drogue. Donc, c'était pas de montrer l'efficacité d'un médicament sur la base d'un biomarqueur, mais c'était l'objectif, c'était d'évaluer l'approche globale. Et quand on regarde les deux courbes, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les patients qui ont reçu la thérapie ciblée et les patients qui ont reçu la thérapie standard, dire le traitement standard. Mais quand on regarde des sous-populations spécifiques sur la base des altérations et certains médicaments, on voit qu'il y a quand même une tendance à une meilleure réponse dans le bras thérapie ciblée sur, par exemple, les patients qui ont été traités dans le cadre de la voie RAF-MEC. Et la question qu'on s'est posée, c'est on s'était dit, donc à l'époque, on avait fait un algorithme unidirectionnel, nous n'avons pas pris en compte les différentes constellations moléculaires et les corrélations entre les différentes voies, etc. Est-ce qu'un algorithme basé sur l'intelligence artificielle aurait pu prédire la réponse ou la résistance des patients à ce type de cancer. Ce qui nous a amené à mener l'étude qui a été publiée en 2021. Cette étude est une collaboration avec une boîte hongroise Oncompass qui s'est beaucoup développée depuis. Et l'objectif était donc d'utiliser une méthode mathématique pour prioriser les thérapies et les allocations à traitement dans le cadre de Shiva 1 et voir si ce qu'on avait fait aurait pu être prédit. Donc, comment ça marche? Il s'agit d'un outil qui s'appelle le Real-Time Oncology Treatment Algorithm Calculator. C'est une méthode qui est basée donc sur un calcul mathématique qui prend en compte des associations fonctionnelles. Donc, c'est un réseau d'associations fonctionnelles qui intègre des informations liées aux gènes drivers, à leur altération, avec des définitions d'amplification des lésions, mais aussi d'expression, à tout ce qui est signature mutationnelle de type TMB, MSI, et aussi ce qui existe dans la littérature sur les réponses des biomarqueurs versus les thérapies ciblées. Ce qui donne un score qui s'appelle le Digital Drug Assignment, ou AEL pour Aggregated Evidence Level, qui va donner un score pour chaque patient, chaque altération, chaque drogue, parce qu'il prend en compte ce score-là, les éléments donc, du gène, mais aussi de tout ce qui est thérapie ciblée, donc selon la littérature, avec un calcul qui est basé sur un poids qui peut être différent donc, selon les associations, comme vous pouvez voir. Donc, ça prend en compte les cas en bleu où il y a une association positive, donc c'est un poids positif entre un driver 2, par exemple, et une cible 3, versus une autre cible 2 avec un autre médicament 1. Donc, ça prend en compte ces différentes associations pour donner un score. Si on prend la vue patient, qu'est-ce que ça donne? Donc, ça, ce que vous pouvez voir ici, c'est les connexions
c'est un seul patient, un exemple d'un seul patient de l'essai Shiva, où on peut voir les connexions entre les 11 médicaments de l'essai et aussi les différents gènes, altérations et d'autres gènes drivers qui sont chez le patient. Et si on projette ça sur, donc là, vu le panel, la photo à droite, si on projette ça sur tout le système et toutes les données présentes, vous pouvez voir clairement que ces connexions de patients sont verts dans un endroit et rouges dans un endroit. Et donc, ça permet de prioriser quels sont les différents traitements qui peuvent être d'intérêt avec ce patient sur la base de ce score qui s'appelle AEL. Donc, la première étape d'analyse, c'était de voir déjà, est-ce que vraiment il y a une corrélation entre ce score et la progression des patients. Et donc, les patients ont été séparés en deux populations, les patients qui ont qui progressent et les patients qui ne progressent pas, et ce sont les patients qui ont une maladie stable et une partielle réponse. Et quand on regarde les moyennes de ce score, le AEL, vous pouvez voir que chez les patients, donc chez le groupe de patients qui ont progressé, le score est de 580 versus 1523 pour les patients qui ont une maladie stable ou une réponse partielle. Et c'est significatif, ça implique que ce score est quand même corrélé à la réponse de ces patients. Donc, pour pouvoir analyser l'impact sur la survie de ce score, tous les médicaments et avec les altérations des patients, donc tous les patients ont été repris, comme vous pouvez voir ici. Et pour chaque patient, il y a eu une allocation du score AEL. Et après, il y a eu une séparation arbitraire, une classification arbitraire selon les valeurs de ce score en 3 groupes de patients. Les patients qui ont un AEL très faible, et qui sont 17% qui ont un disease control rate. En fait, c'est très peu de patients qui ont une maladie stable. Un autre groupe de patients qui a un AEL inférieur à 1000, et puis le dernier groupe de patients qui a un AEL supérieur à 1000. Et en utilisant cette classification, nous avons regardé s'il y a une association entre ce score, le AEL ou le DDA, c'est pareil, et la survie. Donc, en prenant d'abord la PFS, qui était le endpoint principal de l'étude, et donc on a regardé, est-ce qu'il y a une différence significative entre la PFS des patients qui ont un score très faible, donc le bleu, et le rouge qui ont un score élevé? Et effectivement, c'était significatif. Nous avons fait le même exercice au niveau de la survie globale, mais l'interprétation il faut vraiment prendre ça avec des pincettes. En tout cas, ce n'est pas significatif, mais ça montre aussi clairement que la survie est meilleure. Il y a une tendance à une meilleure survie. Mais comme je disais, il faudra prendre ce résultat avec des pincettes parce que, comme je vous ai montré, les patients de Shiva ont pu avoir la possibilité de passer d'un bras à l'autre. Donc, il y a des patients qui ont pris de la chimio, etc. Donc, l'interprétation dans ce contexte reste à vérifier. Donc aujourd'hui, on passe sur une boîte. D'ailleurs, ils ont ouvert leur boîte qu'ils appellent maintenant Genomate Health aux États-Unis parce que c'était plus facile pour eux de commercialiser leur algorithme aux États-Unis. Et donc, vous pouvez aller sur le site et vous pouvez voir, ils ont fait une vidéo super belle, comme quoi, grâce à cet outil, les médecins peuvent traiter leurs patients d'une manière très, très personnalisée, avec presque une garantie de la réponse, en tout cas, d'éloigner la rechute. Et donc, effectivement, ça peut aider. Après, bien évidemment, il faudra toujours prendre avec des pincettes les résultats parce que là, par exemple, c'est une validation rétrospective d'une étude Shiva 1 prospective. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été validé en prospective dans une étude, dans un essai clinique bien cadré. Il y a toujours aussi l'intérêt et l'importance de vérifier si ces outils marchent bien dans un essai randomisé pour voir si, par exemple, la décision d'un staff moléculaire versus la décision de cet outil peut faire mieux. Donc, ce sont des choses à voir et à valider, c'est très important, mais ça peut être une aide à la décision, bien sûr. Un autre point important, c'est que tous ces outils se basent sur des bases de données à un temps T.
avec un algorithme qui est entraîné sur un set de données et puis qui est utilisé par ailleurs. Sauf que la réalité aujourd'hui, c'est que le fait de rajouter des données et des variables avec l'accélération déjà de tout ce qui se passe au niveau de la littérature, on a tous les jours de nouvelles données à intégrer. Cela implique qu'il doit y avoir une nouvelle validation suite à l'optimisation de ces différents algorithmes et ce n'est pas toujours facile à cause des biais des données. L'intelligence artificielle a déjà été utilisée dans des essais de médecine de précision, comme l'essai Winter qui a été publié en 2019. Donc, l'essai Winter est un essai européen qui incluait des patients un peu comme Shiva, donc différents types de cancers métastatiques, donc tout type de cancer, pour lesquels il y a eu une caractérisation moléculaire. Leur algorithme était un peu différent parce qu'il y avait des bras qui sont basés sur les analyses de l'ADN et un autre bras sur l'analyse de l'ARN. Et donc plusieurs types de séquençage et de screening moléculaire ont été faits, donc vous pouvez les voir ici. Ça inclut aussi du micro-RNA profiling, donc ça inclut beaucoup plus d'informations. Et à partir de l'analyse d'ARN et pour pouvoir classer pour pouvoir donner le traitement aux différents patients sur la base des altérations détectées sur la base de l'ARN, ils ont mis en place un score qui intègre en fait qui est ajusté par rapport à la fraction des gènes qui sont différentiellement exprimés entre la tumeur et entre la tumeur, son micro-environnement et aussi la contribution de ces gènes-là par rapport à leur impact actionnable ou pas. Et donc, en termes de résultats, ça a aidé effectivement. Donc, au global, il y a eu 303 patients qui ont pu être, qui ont consenti à être inclus dans l'essai Winter, avec 253 qui ont eu une analyse. Et finalement, 69 ont pu être traités dans le bras A, donc basé sur des altérations de l'ADN, et 38 sur le bras B. Et ce qui est intéressant de voir, c'est le ratio de PFS ici. Le ratio de PFS, en fait, c'est utilisé pour, au lieu des endpoints classiques comme le PFS de la population globale, c'est de voir la survie sans progression du patient au niveau du traitement avant et avant la thérapie ciblée et qu'est-ce qui se passe au niveau de la thérapie ciblée. Donc ici, ils ont pris le ratio de la survie sans progression des patients avant l'allocation thérapeutique dans l'essai Winter et la PFS2, c'est la survie sans progression des patients dans le cadre du traitement ciblé. Et il y a eu des études qui ont montré que quand il y a un score qui est supérieur à 1,3, cela indique qu'il y a un sous-groupe de patients pour qui cette approche marche bien. Donc, si vous regardez rapidement ce qui est encadré en rouge ici, ça montre que sur la base aussi, le bras B, ce qui nous intéresse parce que c'est basé sur l'algorithme, il y a quand même 26% qui ont eu une réponse favorable suite à cette stratégie. Donc, ça peut aider. Après, bien évidemment, il faudra voir si c'est validé par ailleurs. Si on veut se projeter plus loin, on commence à entendre parler beaucoup des digital twins, donc les jumeaux digitaux et aussi les avatars qui a priori, ça peut être le futur de la médecine de précision en oncologie, puisque il y a des papiers qui commencent à sortir, donc c'est assez compliqué parce que cela implique de développer un modèle pour chaque patient d'un équivalent in silico où on intègre les différentes informations liées au patient, des informations cliniques, les informations et les caractéristiques de la tumeur, également d'autres informations liées aux médicaments qui ont été reçus par le patient avant. Donc, beaucoup de variables qui peuvent en fait donner un jumeau digital pour lesquels après on peut faire des tests in silico, ça veut dire tester des médicaments, mais in silico pour voir si ça peut marcher ou pas chez les patients. Donc il n'y a pas encore des études, il y a les méthodologies qui sortent, en tout cas j'ai pas trouvé une étude et après bien évidemment il faudra que ça soit une étude clinique pour pouvoir voir si ça peut donner des résultats intéressants.
Je voulais vous parler rapidement d'un exemple qu'on utilise en temps réel aujourd'hui, en fait, l'utilisation d'un algorithme en RCP National Cup, donc pour les cancers d'origine inconnue, que nous avons mis en place suite au déploiement du plan France Médecine Génomique qui est coordonné par l'Institut Curie. Juste pour vous donner un exemple de comment on peut utiliser ces algorithmes-là en routine. Donc, on s'est basé sur un papier qui a été publié par Julien Vibert et Sarah Watson de l'Institut Curie en 2021. Qui reprend en fait du RNA-seq. Donc, c'est sur la base du RNA-seq où il y a eu un développement d'un outil basé sur le deep learning pour pouvoir classer les patients qui ont une origine inconnue selon leur primitif. Parce qu'aujourd'hui, avec les cancers de primitifs inconnus, il y a une lésion qui se trouve dans un endroit loin de la tumeur primitive et c'est très compliqué avec les outils cliniques et donc d'imagerie plus la pathologie de pouvoir dire que ces lésions proviennent par exemple d'une origine de sein, colorectal, etc. Et donc, à travers avec une cohorte de TCGA et de données qui sont présentes à l'Institut Curie, il y a eu tout un travail de développement d'un algorithme qui se base sur les données de RNA-seq bien annotées d'expressions qui sont de différents types de cancers et puis qui a été validé sur une série interne. Et donc là, ce que vous pouvez voir ici, c'est les clusters sur la base de l'ARN de différents types de cancers. Et donc, l'idée, c'était d'utiliser cet algorithme pour quand on a une information d'un patient, une information d'expression, on regarde où le patient est localisé par rapport à ces différents clusters. Comme vous pouvez voir, ça c'est un zoom. Donc, le patient est localisé dans un cluster qui est par exemple le groupe des cholangiocarcinomes. Donc, ça veut dire ce cancer d'origine inconnue peut être classé comme un cholangiocarcinome. Donc, bien évidemment, cet outil n'est pas encore validé. Donc, nous, on l'utilise dans la discussion de la RCP National Cup, mais ce n'est pas quelque chose qui est dans le compte-rendu moléculaire et validé, mais ça aide la discussion et ça drive la discussion. Donc, je vous parle juste pour que vous puissiez avoir le contexte, comment ça se passe. Donc, en fait, la RCP National Cup est composée de 2 RCP. La première, c'est la présentation des patients avec toutes les informations qui sont cliniques, donc radiologie, les marqueurs circulants, tout ce qui est pathologie avec une rediscussion avec les pathologistes experts des différents marqueurs, mais aussi possibilité de demander d'autres marqueurs. Et on regarde aussi ce qui est disponible comme analyse moléculaire et sinon sur le FFPE. Et sinon, on demande des analyses plus poussées, notamment dans le cas de France Médecine Génomique, pour avoir le whole génome, le whole exome et le RNA-seq. Et ce sont ces données de RNA-seq qui sont utilisées pour l'outil transcriptomique pour nous donner une idée du clustering de ces patients dans le contexte de leur... sur la base de leur transcriptome, pardon. Et on est en train, mais ça reste encore recherche, de réfléchir à une étude basée sur la méthylation pour avoir ce clustering. Donc, comment ça marche? Une fois qu'on a toutes les données, il y a un deuxième RCP qui se réunit pour discuter les différents résultats, donc pathologie, clinique et moléculaire, pour aider la décision thérapeutique. Donc, aujourd'hui, cet outil basé sur l'intelligence artificielle fait partie de la discussion de la RCP, mais ne fait pas partie du compte-rendu validé des biologistes. Juste pour que vous puissiez voir l'intérêt quand même, parce que c'est une aide, ça a été présenté à l'ACR par Sarah Watson. C'est les premières analyses de la RCP Cup qui a permis quand même, grâce à cette approche intégrative entre le moléculaire, la pathologie et la clinique, c'est de pouvoir retrouver le tissu d'origine de 58% des cas, avec vraiment autour de 30% qui sont un nouveau diagnostic. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a permis quand même d'orienter le traitement des 58, soit sur la base parce qu'on a retrouvé le primitif et donc c'est les traitements standards du primitif, soit parce qu'on a trouvé des altérations ciblables. Et donc ça, cette image, juste pour vous dire, vous n'avez pas trop à entrer dans les détails. Donc, on démarre avec une origine suspectée. Et on atterrit avec un diagnostic final en intégrant les différents arguments, comme je venais de dire. Et ce qui est intéressant de regarder dans cette figure, c'est que autour de
plutôt 34 sur 93, pardon, j'aurais dû mettre les chiffres, donc une proportion quand même importante des patients pour lesquels on a intégré la clinique, la pathologie et le moléculaire, intégrant également le transcriptomique, donc l'outil d'intelligence artificielle. Nous avons réussi, grâce à l'intégration de ces différents variables, de guider le traitement. Et c'est intéressant parce que ça impacte quand même le devenir des patients. Parce que si on regarde les patients qui ont reçu un traitement, la courbe rouge, grâce aux recommandations de la RCP par rapport aux autres, on voit quand même qu'il y a une amélioration significative de la survie de ces patients. Et donc, pour conclure, en gros, la réalité aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle en oncologie, ça a beaucoup avancé. Ce n'est pas encore en routine clinique, mais on commence à voir que ça peut marcher. Au niveau de la recherche, donc c'est quelque chose qui marche bien parce que on reste au niveau de la recherche. C'est surtout basé sur des cohortes, donc des données, des jeux de données qui sont assez intéressants et volumineux. Ça permet d'inférer par l'imagerie, comme on a vu, la pathologie, des altérations génomiques et donc aussi mieux caractériser les mutations, l'expression et l'hétérogénéité des cancers, qui a aussi un impact sur le pronostic. Et en routine, donc pour le diagnostic, ça commence, mais il faut des validations. Donc, que ça soit pour les tâches qui sont liées au diagnostic, comme nous avons vu pour, par exemple, poser un diagnostic de cancer du sein, du pancréas, etc., c'est important, ça aide pour automatiser, ça peut augmenter la reproductibilité, mais il faudra le valider dans un contexte clinique. Ça peut être une vraie aide, notamment dans les pays qui n'ont pas beaucoup de pathologistes, par exemple. C'est ce qu'on commence à voir, ce besoin-là, ou avec des outils, ça peut leur permettre d'orienter le diagnostic. Ça permet aussi, grâce à des patterns spécifiques, de prédire la réponse et la survie des patients selon le traitement par sous-groupe, mais aussi ça demande des validations cliniques. Ça permet aussi, donc, comme on a vu, d'inférer des altérations moléculaires pour faciliter aussi le traitement, comme on a vu par les cas HRD, mais tout ça nécessite des validations cliniques. Donc, où est-ce qu'on en est? Donc, ça marche. Il y a quand même un déploiement important. Et ça se voit par une augmentation des boîtes d'intelligence artificielle. On a un exemple en France, Okin, par exemple, comme je vous ai donné un exemple de ce qu'ils font. Et aussi, si on regarde au niveau de la FDA, il y a de plus en plus d'outils basés sur l'intelligence artificielle qui sont sur le marché et qui sont des medical devices qui sont approuvés. Mais comme vous pouvez, là, je vous ai pris une sélection, donc vous avez les refs. La majorité, en fait, sont quand même dans la détection précoce des cancers et dans le diagnostic. Donc, il n'y a pas beaucoup qui sont, il y a très peu d'ailleurs, qui sont dans la médecine de précision, dans le sens d'orienter vers un traitement en tant que medical device approuvé. Donc, l'implémentation clinique, à mon avis, et ça, on peut discuter ensemble, ça demande quand même un contrôle qualité et et des données qui sont robustes. Parce que si on passe d'un environnement de données à un autre, il y a ce qu'on appelle le domain shift, ou ce qui crée énormément de biais par rapport à l'environnement des données. Et ça se voit parce que quand on développe des algorithmes et on les entraîne, s'il y a un biais à l'intérieur de l'algorithme et après on le déploie dans d'autres cohortes, on ne pourra pas le voir. Donc, il doit y avoir des systèmes de contrôle qualité dès le départ pour les algorithmes pour éviter d'entraîner les biais sur d'autres datasets. Et aussi, le fait de les appliquer dans des datasets qui sont externes, il y a des différences, une hétérogénéité dans les datasets qui peut aussi entraîner des biais additionnels. Un autre point de vigilance, si je peux dire, c'est que souvent, ces systèmes d'intelligence artificielle sont des boîtes noires et c'est très difficile de reproduire ce qu'il y a dedans. Et c'est quelque chose qui doit être plus transparent pour pouvoir le déployer en routine. Et donc, il faudra, c'est vraiment très important de pouvoir valider dans des études cliniques, notamment des études randomisées si possible, ou des designs quand même qui montrent quand même que ces outils sont vraiment efficaces et permettent d'améliorer le devenir des patients. Et je vous remercie.
Merci Maude pour cette excellente présentation. Donc on a un certain nombre de questions sur le chat. Je ne sais pas si vous avez accès direct ou si vous voulez. Je vais enlever là du coup le partage pour voir si je vais vous dire. Bon, je peux commencer à vous les lire. Hein. Donc, Oui, si vous voulez. Donc je vois quelque chose. Attendez. Ah non, en fait, je vois juste. Ah oui, si, je vois quelque chose. Ah non, en fait, pardon, je vois rien. Désolée. Je vais vous les poser, il n'y a pas de souci. Oui. Donc, Jonathan a demandé sur l'algo PackPaint, y a-t-il une plus-value à combiner histologie et RNA-seq? Après, il faudra regarder en détail le papier, mais en fait, l'idée, c'était de pouvoir dire, grâce à la morphologie, on n'a pas besoin de faire le RNA-seq. Mais bien évidemment, si on veut affiner et regarder, dire, le RNA-seq peut donner au-delà des informations liées à des fusions ou des altérations d'intérêt theranostique, bien sûr. Mais déjà, au départ, c'était des annotations basées sur le RNA-seq qui ont permis de développer l'algorithme et de l'entraîner. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense. Moi, en tout cas, il me semble que ça correspond à ce qui était demandé. Mais dans l'algo Génomate, comment sont pris en compte les variables type tumoral et histoire du patient utilisées initialement par la RCP moléculaire? Donc, dans l'algorithme, il y a très peu de données cliniques qui sont récoltées. Il y a les traitements, bien sûr, les traitements que les patients ont reçus avant. Donc, ça, c'est important pour guider, mais ça peut se faire sans. En termes de données cliniques. Donc, bien évidemment, ce type d'outils et ces algorithmes récupèrent des données structurées. Donc, pour l'essai Shiva, c'était facile puisque c'était le CRF de l'essai. Après, le mettre en place dans une RCP moléculaire de routine, c'est plus compliqué parce que les données cliniques ne seront pas structurées. Mais l'algorithme lui-même a besoin d'un minimum de données cliniques. Donc, le type de cancer, l'histologie, je pense l'âge. Et puis après, c'est les données moléculaires et les projections par rapport de ce qui existe dans la littérature et la matrice qu'ils ont mis en place. Très bien. Sur Winter, quel est le pourcentage de patients bénéficiant de la thérapie ciblée en absence de l'algorithme? 25%, c'est ce qui est attendu en termes de patients avec des mutations actionnables. En fait, c'était en absence d'algorithme, je ne sais pas, parce qu'ils avaient quand même des médicaments. Je n'ai pas bien compris la question. Donc, c'est autour d'une centaine de patients sur les 300 inclus qui ont pu finalement avoir, donc les 1/3, qui ont finalement pu avoir une thérapie ciblée. Ça peut être dans un bras qui est basé sur des altérations détectées par l'ADN ou par l'ARN. Je n'ai pas bien compris la question. Je pense que ce que Jonathan voulait dire, mais peut-être qu'il peut repréciser, tu dois peut-être pouvoir faire répondre Jonathan. C'est en fait 25% des patients, c'est ce qui était attendu, le nombre de patients qui avaient des mutations actionnables. Est-ce que c'est ce qui est attendu en général? Oui, c'est évidemment, en fait, toutes les études de médecine de précision et même dans ce qu'on commence à voir dans les programmes de screening et les RCP moléculaires, on est toujours dans cette même proportion entre 10 et 20% de patients qui ont pu être traités sur la base des altérations moléculaires actionnables. Après, si on parle de détection en général d'altérations actionnables, ça peut monter entre 40 et 60% parce que là, aujourd'hui, on a quand même des moyens à faire des screenings à haut débit. Mais en termes d'altérations actionnables qui sont traitées, on est toujours entre 10, plutôt 15 et 20% de patients qui sont vraiment traités sur la base des altérations moléculaires. Sur les courbes Kaplan, PFS versus AES, les courbes en rouge, est-ce qu'elles correspondent à un AEL supérieur à 1000? Oui, tout à fait. En fait, c'était la comparaison entre les patients qui ont un score élevé. Donc, le groupe, c'était vraiment divisé arbitrairement en 3 groupes. Un groupe intermédiaire, un groupe élevé et un groupe bas. Et donc, quand on compare le groupe rouge, oui, la courbe rouge qui a un score élevé par rapport à la courbe bleue qui a un score faible, on voit quand même qu'il y a une différence significative en termes de PFS, donc de survie sans progression. En termes de survie globale, c'est une tendance, mais qui n'est pas significative. Mais comme je disais, c'est pas, je veux dire, vraiment, il faut prendre ça avec des pincettes parce que les patients n'étaient pas homogènes en termes de traitement.
Alors, pour la dernière question, je ne suis pas sûre de pouvoir bien la poser. Dans l'algo CUP, combien de patients en base nécessaire pour être assez précis marchent sur des tumeurs rares, gynéco, sarcome ou autres? Je n'ai pas, il n'y a pas, en fait, au départ, je ne me rappelle pas du papier exactement, mais il y a une analyse qui a été faite sur plusieurs centaines de patients. Oui, bien sûr, ça peut marcher. Après, il faudra avoir les bonnes données bien caractérisées pour entraîner l'algorithme. Mais effectivement, ça peut marcher parce qu'on réfléchit aussi à utiliser la méthylation pour mettre en place un nouveau classifier. Et d'après vous, combien Je de pense que patients minimal? Je pense que c'est dans combien de patients au minimum il faut pour être assez précis pour faire travailler cet algo? Je pense bah, que c'est oui, oui, mais ça, c'est des centaines de patients. Après, il faudra, c'est toujours, ça dépend toujours du nombre de patients et des données, si elles sont bien structurées, bien propres, etc. D'accord. Moi, j'avais un certain nombre aussi de questions. Le score AEL, il était corrélé donc à la réponse des patients, mais ce sont des patients qui ont eu, en fait, je suppose, une monothérapie, une thérapie ciblée en monothérapie, Tout à même fait. si certains switch. Mm. Est-ce que vous pensez qu'une combinaison pourrait être, en fait, la solution donnée par l'intelligence artificielle au final, en disant on a un poids de X mutations et on pourrait utiliser en combinaison, parce qu'on sait que la monothérapie en thérapie ciblée, c'est quand même pas foufou, quoi. Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça, c'était une réanalyse de Shiva 1. Effectivement, Shiva 1 qui a démarré il y a plus de 10 ans, c'était monothérapie. On sait très bien que c'est pas, ça, c'est pas suffisant. Donc, les algorithmes de le Génomate, par exemple, proposent aujourd'hui des combinaisons, bien sûr. Mais après, il faut toujours des validations dans le cas d'essais prospectifs. Il ne faut pas oublier que l'analyse que nous avions fait avec Shiva, c'est une analyse rétrospective d'un essai prospectif. Donc, c'est… Alors, si on imagine les combinaisons, est-ce que dans le digital twin va être prise en compte les données de pharmacogénomique? Parce que Oui. pour les risques… Effectivement, il y a plein de modèles. Après, comment ça marche exactement, je vous avoue que c'est pas évident parce qu'on parle vraiment de différents types de données, etc. Comment on va construire ce modèle donc à partir de données d'un seul patient, d'avoir le digital twin et après, c'est des screenings in silico, comme on fait sur les lignées cellulaires, avec des différents médicaments pour voir si ça peut marcher ou pas. Donc, ça, je ne vous cache pas que c'est très, très compliqué pour moi à comprendre. D'accord. Moi, j'ai plus une dernière question un peu éthique. Apparemment, aux USA, il n'y a pas de souci de donner les datas des patients à des boîtes privées. Je pense qu'en France, ça serait beaucoup plus difficile, même si apparemment un certain nombre de sociétés ont monté leurs algorithmes. Vous envisagez ça comment au niveau européen? Bah, au niveau européen, donc en tout cas nous pour toutes les collaborations, on suit tout ce qui est GDPR et on fait toujours. Bon, ça c'est vraiment ce que nous on fait. Donc déjà aux États-Unis c'est différent parce qu'aux États-Unis ils n'ont pas la notion de pseudonymisation, ce qui est le cas en Europe avec GDPR. Donc eux tout ce qu'ils récupèrent sont des données anonymisées complètement, donc il n'y a pas moyen de remonter à la source et on voit ça parce qu'ils insistent souvent quand on fait des collaborations avec les États-Unis. Par contre, ce qui peut être fait, c'est que c'est des étapes de pseudonymisation, bien sûr, mais envisager après la destruction des données et de garder uniquement les données agrégées qui peuvent être utiles pour les algorithmes, mais on n'a pas besoin d'avoir les détails par patient. Et c'est ce qui se fait d'habitude. Donc, c'est à la fin de la collaboration, parce que toujours il y a une trame de collaboration avec, je veux dire, avec toutes les clauses pour tout ce qui est lié aux patients, pour la protection donc des données personnelles, que ce soit les patients ou les autres qui travaillent dessus. Et après, on demande à la fin du projet de détruire les données brutes. Après, rien ne peut se faire sans le consentement des patients. Ça veut dire tout ça, les patients ont déjà consenti à l'avance ou après une réinformation aux patients que les données peuvent être réutilisées dans le cadre de la recherche. Sinon, bien sûr, on ne peut pas faire tout ce travail, en tout cas en France. Et en Europe. Pour héberger ces digital twins, par exemple, qui semblent très prometteurs. Ah oui, ça c'est une autre question pour une autre fois, je pense.
Bon, écoutez, je ne sais pas, je ne vois pas d'autres questions dans le chat. N'hésitez pas si vous avez une dernière, ultime question. Oui. Bah, en tout cas, merci beaucoup Maud, hein. C'était vraiment très intéressant. Bah, super, avec plaisir. Juste, Pierre m'a demandé de vous dire que la prochaine réunion aura lieu le mardi 5 septembre à midi. Et nous recevrons Marcel Goldberg pour les Big Data, IA et épidémiologie. Super. En tout cas, ça m'intéresse si vous pouvez me garder dans la boucle de ces conférences. Si je peux recevoir les liens, ça serait top, parce que c'est vraiment intéressant. Il n'y a pas de problème, je transmettrai à Pierre, mais je pense que ce serait bien volontiers que ça puisse être à des intervenants extérieurs. Je vous remercie tous pour vous être connectés et puis j'espère que vous avez pu être intéressés par cette excellente présentation. Une bonne journée à tous. Merci. Au revoir.